Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir qu'on se réunisse aujourd'hui pour discuter d'un sujet très intéressant et d'actualité qui est l'intelligence artificielle et médecine de précision en diabétologie. Le diabète est, comme vous savez, une maladie très hétérogène, caractérisée par la complexité de sa physiopathologie impliquant plusieurs mécanismes, la multiplicité de ses modes évolutifs ainsi que des moyens thérapeutiques et de prévention. À ceci s'ajoute la prévalence qui s'accroît incessamment, une morbimortalité importante, des complications graves responsables d'une charge économique lourde, en regard d'une pénurie des spécialistes, une répartition inégale des ressources humaines, ainsi que l'inobservance thérapeutique et la difficulté de l'autogestion qui complique de plus la prise en charge de cette maladie. L'émergence des nouvelles technologies numériques en médecine, et en particulier l'intelligence artificielle, pourrait contribuer à lever ces obstacles et à alléger la morbimortalité liée au diabète. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et puisqu'on va utiliser plusieurs termes techniques dans cette présentation, on doit se mettre d'accord sur le glossaire de certains termes. Le premier terme est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vise à reproduire au mieux, à l'aide de machines, des activités, qu'elles soient de l'ordre de la compréhension, de la perception, de l'action ou de la décision. On dit parfois intelligence artificielle pour parler d'un programme intelligent. L'apprentissage automatique est l'un de ces domaines dont le but est de programmer un ordinateur afin qu'il soit capable d'apprendre de façon autonome à partir d'exemples ou d'observations. L'apprentissage profond est un sous-domaine de l'apprentissage automatique dans lequel on a recours à des réseaux de neurones qui sont dits profonds car ayant de nombreuses couches. La médecine de précision, quant à elle, est une médecine qui s'appuie sur l'analyse de caractéristiques moléculaires et génétiques groupées sous le terme omique pour permettre un traitement et un suivi individualisé. En fait, l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. Après invention du premier ordinateur en 1940, le premier modèle mathématique d'un neurone biologique, qu'on a appelé neurone formel, a été élaboré en 1943 par Warner McCulloch et Valar Pitts. Le terme intelligence artificielle a été utilisé pour la première fois en 1956 lors d'une conférence américaine à Dartmouth, mais la première application de l'intelligence artificielle au service de la médecine a eu lieu en 1970 grâce à l'apparition de l'application MySyn. Depuis 1970 et jusqu'à 1980, on a vécu un hiver de l'intelligence artificielle jusqu'à l'apparition de l'apprentissage automatique grâce au réseau de neurones dans les années 80, ce qui a constitué une renaissance de l'intelligence artificielle. Puis après, on a eu l'apprentissage profond et depuis 2020 jusqu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est en train de vivre son âge d'or. Et vous voyez dans ce diagramme la quantité énorme des données que les appareils actuels sont capables d'intégrer et d'interpréter en comparaison à leurs ancêtres. Actuellement, l'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs domaines de la médecine. Et voici quelques exemples types de l'application de l'intelligence artificielle en diabétologie. Le premier exemple concerne le diagnostic positif de la rétinopathie diabétique. L'intelligence artificielle fondée par Google Health se base sur l'apprentissage profond pour identifier les signes précoces de la rétinopathie diabétique à partir d'une image d'un fond d'œil, avec une précision à 90%, ce qui est le niveau d'un spécialiste en ophtalmologie, et donne des résultats en moins de 10 minutes. Le deuxième exemple, qui a déjà été cité par le professeur Rifai, concerne la construction d'un score pour prédire la rémission du diabète après chirurgie bariatrique. En fait, la rémission après bypass gastrique en Y de diabète est estimée à 60%, mais une rechute survient chez la moitié de ces patients après 1 an. Un score qu'on a appelé l'ADRM a été appris par l'intelligence artificielle à prédire l'évolution après cette chirurgie bariatrique en intégrant les antécédents du patient, des données biologiques simples, ainsi que les traitements antidiabétiques. En se basant sur ce score, le rôle de l'intelligence artificielle est d'identifier quels facteurs et quels scores étaient les plus pertinents pour ce facteur. L'ADRM conclut finalement à une rémission si le score est supérieur à une valeur qui est elle-même calculée par l'algorithme. L'utilisation de ce score est donc pronostique. Elle permet d'éclairer le clinicien sur l'efficacité d'un traitement qui est ici la chirurgie pour améliorer une condition qui est le diabète. Le troisième exemple est lié au contrôle intelligent de la pompe à insuline. L'intelligence artificielle fait en sorte que la pompe apprenne les taux basaux propres au patient
en fonction de l'heure de la journée. Cette intelligence artificielle est guidée par des fonctions de récompense qui traduisent l'objectif homéostatique temporel spécifique au patient et des facteurs d'actualisation qui reflètent une caractéristique pharmacologique spécifique. Cette pompe à insuline a été testée in silico sur des patients virtuels approuvés par la FDA avec des repas inopinés et a permis d'obtenir une glycémie moyenne à 1,24 g par litre et un temps dans la cible à 90%. La médecine de précision, telle que décrite par l'ADA, est une approche qui vise à optimiser le diagnostic, la prédiction, la prévention et le traitement du diabète en intégrant des données multidimensionnelles tout en prenant en compte les différences interindividuelles. Il s'agit d'un concept très ancien dans l'exemple type et les diabètes monogéniques ou les MODI, mais son application dans le diabète de type 2 s'affrontait à plusieurs obstacles, notamment vu la complexité des données qu'il fallait interpréter pour arriver à une décision précise. En fait, pour mieux stratifier ou diagnostiquer un patient diabétique quant à son risque cardiométabolique, on dispose actuellement d'un nombre croissant de biomarqueurs désignés sous le terme omique et qui comptent au-delà des données cliniques, les données génomiques en rapport avec les gènes, les données transcriptomiques en rapport avec la transcription de ces gènes, les données protéomiques en rapport avec la traduction de ces gènes, les données radiomiques provenant de l'imagerie, les données lipidomiques provenant de la biologie sanguine et auxquelles s'est ajouté récemment les données provenant du microbiote intestinal. L'intelligence artificielle joue un rôle clé dans l'intégration de ces données pour mieux comprendre la complexité des différents facteurs impliqués dans les différents phénotypes du diabète. En fait, des milliers de données qu'on appelle big data en rapport avec le mode de vie, la génétique, le microbiote intestinal, l'alimentation, les données omiques déjà citées et même des données provenant des réseaux sociaux sont intégrées dans les dossiers électroniques des patients. Et ces données peuvent être partagées avec des chercheurs ou des médecins à distance via des réseaux sécurisés en nuage. Leur analyse par l'intelligence artificielle via ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, non supervisé ou renforcé, pour lesquels on va voir des exemples par la suite, nous permet une précision de la décision médicale à chaque étape de la prise en charge des patients diabétiques. Et l'un des exemples d'une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage non supervisé est l'analyse en cluster ou le clustering. Ce sont des outils promoteurs pour démêler la complexité du diabète. C'est une méthodologie basée sur des algorithmes capables d'interpréter des données non étiquetées pour grouper les observations de la population en clusters ou en groupes de patients. La similarité à l'intérieur de chaque groupe est maximisée, tandis que entre les groupes, la similarité est amenée à son minimum. D'une façon plus simple, chaque patient, en ce qui concerne le diabète, chaque patient est caractérisé sur le plan de l'étiologie, y compris les gènes, l'environnement, le mode de vie, les mécanismes physiopathologiques et les conditions hémodynamiques et métaboliques auxquelles il est exposé. Par conséquent, chaque patient est placé sur le plan de l'étiologie, du milieu et des mécanismes physiopathologiques. Et sa position dans chacun de ces trois plans peut être analysée, voire prédite, en connaissant sa position dans les deux autres plans. Enfin, les trois plans projettent le sujet sur un plan du phénotype métabolique qui reflète le profil dégénératif du patient en ce qui concerne les complications et le parcours de chaque patient dans le temps sur le plan du phénotype métabolique peut être prédit. On peut prédire ce groupe de patients va développer une telle ou telle complication, ce qui permet d'en tirer parti de stratégies thérapeutiques mais surtout préventives. En se basant, cette étude a été déjà citée, en se basant sur cette méthodologie et partant d'un échantillon de 8980 patients, une équipe suédoise s'est basée sur 6 paramètres clinico-biologiques qui sont faciles à identifier au moment du diagnostic. Les anticorps anti-GAD, l'âge du patient, l'indice du masse corporelle, les autres deux indices HOMA2B et HOMA2IR qui reflètent successivement l'insulinosécrétion et l'insulinorésistance, ainsi que l'équilibre glycémique. L'analyse non supervisée de ces 6 paramètres a permis de classer les patients en clusters ou en groupes de patients. 5 clusters ont ainsi été identifiés, qui ont été considérés comme 5 catégories distinctes de diabète, qui se distinguent par des modalités thérapeutiques différentes, mais surtout par un profil dégénératif ou évolutif particulier. Le cluster 1 correspond au diabète auto-immun, caractérisé par la présence d'anticorps anti-GAD,
De façon attendue, il existe une faible insulinorésistance, un âge jeune au diagnostic ainsi qu'une hémoglobine glyquée très élevée au diagnostic. Le cluster 2 correspond, là aussi il existe une faible insulinosécrétion, mais les anticorps anti-GAD étaient négatifs. Ces patients ont un risque accru de rétinopathie et de neuropathie diabétique, probablement en rapport avec un retard d'insulinisation chez des patients qui ont resté longtemps en déséquilibre de leur diabète. Le cluster 3, ou le Severe Insulin Resistant Diabetes, c'est un diabète qui survient tardivement chez des patients ayant une forte insulinorésistance avec un OMAD de IR qui est très élevé. Le cluster 4, ou Mild Obesity Related Diabetes, survient précocement chez des patients ayant une obésité marquée et développe peu de complications à long terme. En complément à cette analyse non supervisée, une analyse génétique a permis de mettre en évidence un lien avec des anomalies génétiques du complexe HLA pour le cluster 1, CF7L2 pour le cluster 2 et TMSF2 pour le cluster 3. A noter que ce dernier, le TMSF2, était lié à la stéatohépatite non alcoolique, ce qui explique le risque accru d'hépatopathie chez ce groupe de patients. Cette classification est loin d'être une simple nouvelle typologie du diabète, mais elle permet même de conditionner les choix thérapeutiques. Pour le cluster 1, on est tous d'accord que le choix est et restera l'insuline. Pour le cluster 2, et puisqu'on sait maintenant que c'est une anomalie de l'insulinosécrétion de la cellule bêta, les traitements les plus efficaces, ce sont les traitements insulinosécrétagogues, à savoir les sulfamides et il ne faut pas oublier d'insuliniser très précocement ce groupe de patients. Je ne vais pas trop tarder. Pour le cluster 3, ce sont des patients qui ont un risque accru de maladie rénale diabétique, et donc il faut discuter très précocement la place, voire d'emblée, la place des traitements qui ont prouvé une efficacité rénale, une efficacité rénale protectrice. Un cas clinique rapide pour illustrer l'importance de cette nouvelle typologie du diabète. Notre patient Kamal a 56 ans, il est professeur de profession, il est tabagique, il a un père diabétique et dans l'examen clinique, il a une obésité morbide. Son bilan a objectivé de façon fortuite une glycémie à jeun et une hémoglobine glyquée qui sont légèrement élevées. Sont trop discutés. Il s'agit d'un diabète de type 2 et le traitement de première intention serait la metformine en association aux mesures immunodététiques. Mais si on raisonne en se basant sur la nouvelle typologie du diabète, c'est un diabète à révélation tardive chez un patient ayant des signes francs d'insulinorésistance avec un indice OMAD de IR qui est très élevé. Il s'agit donc d'un cluster 3. Ces patients, on sait maintenant qu'ils ont un risque accru de néphropathie diabétique. Et donc, il faut discuter très précocement la place des inhibiteurs des GLD2 et des analogues de récepteurs de GLP1 qui ont prouvé une protection dans ce sens. Le deuxième exemple, je vais passer trop rapidement, concerne l'application de l'intelligence artificielle dans la médecine de précision dans l'œdème maculaire du diabétique. En fait, il existe une grande hétérogénéité parmi les patients présentant un œdème maculaire du diabète. Et 30 jusqu'à 50% de ces patients ne répondent pas aux agents anti-VEGF. L'identification de ces patients, les mauvais répondeurs, ainsi que la détermination de l'intervalle d'administration optimale étaient les deux principaux défis pour les médecins. Comme solution, l'une des méthodes les plus innovantes est l'extraction ciblée de caractéristiques individuelles de la maladie à partir d'images de tomographie par cohérence optique basées sur l'intelligence artificielle. Le troisième exemple concerne un algorithme qui aide à la gestion de la glycémie postprandiale pour les patients diabétiques de type 1 et qui est basé sur une architecture de transformation pour représenter l'état actuel du patient à partir de données historiques temporelles multidimensionnelles. Donc c'est un logiciel qui va recueillir les informations à partir du holter glycémique, à partir des réseaux sociaux, à partir de ce que fait le patient. Et après, il va transformer ces informations pour représenter un état actuel plus simple. Et après, un agent d'apprentissage par renforcement va suggérer au patient des recommandations. Et ces recommandations peuvent être thérapeutiques, faire s'injecter ou ne pas s'injecter de l'insuline, s'injecter une telle ou une telle dose, ou des recommandations comportementales, arrêtez votre activité physique, faites une activité physique, prenez une collation, et ainsi. Donc, comme a été prouvé à travers cette présentation, l'intelligence artificielle nous offre plusieurs opportunités en ce qui concerne la médecine de précision. Sa puissance de calcul ainsi que
sa capacité à apprendre à un rythme imbattable ouvre la voie vers une précision, vers une médecine de plus en plus précise. Elle permet également de faciliter l'accès aux soins pour les sujets situés dans les régions isolées grâce à la communication mobile, mais surtout une personnalisation des prises en charge et surtout la prédiction des profils évolutifs des maladies, ce qui permet d'en tirer parti de stratégies préventives. L'ensemble va contribuer à améliorer l'efficience thérapeutique dans la prise en charge des patients diabétiques. Mais cet enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine en général et en diabétologie en particulier peut amener à une vision sensationnaliste de ses capacités, éclipsant l'éventail des défis technologiques et opérationnels ainsi que des problèmes de sécurité et éthique qu'elle pose. Le premier challenge est celui de la qualité des données qui conditionne la qualité des résultats et donc la qualité des décisions. La mauvaise conception technologique, la non-adhérence du personnel médical et paramédical, le manque d'intégration, l'absence d'un cadre réglementaire dans notre contexte et surtout la crainte de la vie privée qui a toujours accompagné ces nouvelles technologies et qui pose un réel problème éthique. En guise de conclusion, le lien entre la médecine et l'intelligence artificielle est très ancien, mais la place de l'intelligence artificielle en diabétologie se développe très rapidement. La médecine de précision annonce un changement de paradigme et ouvre le voie vers une plus grande précision dans les décisions et le suivi de traitement. Le rôle de l'intelligence artificielle dans cette médecine de précision est indiscutable pour analyse et traitement des données immenses et multidimensionnelles. Les nouvelles propositions de classification du diabète constituent un vrai pas en avant vers une diabétologie personnalisée et de précision, non seulement pour identifier des populations à risque de certains événements, mais surtout pour développer des essais randomisés et ciblés. Mais reste la question, et à laquelle peut-être on va répondre dans un futur très proche, comment on va intégrer cette intelligence artificielle et cette médecine de précision dans la pratique quotidienne de la diabétologie. Et je vous remercie de votre attention.